je le disais tout à l'heure, vous avez vous une vision quand même plutôt positive de la transition, en tout cas du potentiel d'emploi que l'on peut y trouver. Vous avez mené une étude donc pour le compte de Negawatt sur le scénario Negawatt qui, donc vous allez le présenter tout à l'heure, projeter un peu ce que pourrait être une économie avec un fort volet d'économie d'énergie, et vous avez essayé de voir quels emplois ça pouvait générer et susciter. Voilà. Alors, merci de m'avoir invité. Je précise, j'ai fait une étude du scénario Negawatt, mais qui n'est pas une étude. Vous m'entendez là ? Oui, qui n'est pas une étude pour le compte de Negawatt. Elle a été financée uniquement par le CNRS, parce que j'ai travaillé à mon salaire. J'ai commencé, si vous pouvez, je ne sais pas si une télécommande ou... je vais le faire, vous me dites. D'accord, merci. Service. Voilà. Donc, alors, dans le peu de temps que j'ai, par vous présenter un petit panorama des différents types d'études qui visent à estimer l'impact sur l'emploi des politiques de protection de l'environnement, de transition énergétique, etc., de manière quantitative. Parce que beaucoup de chiffres circulent, et ces chiffres sont complètement contradictoires, et qui s'explique par le fait qu'ils se basent sur des méthodes différentes, mais surtout la question posée est elle-même différente. Je vais ensuite vous présenter une étude particulière. Tout d'abord, rapidement, le scénario que j'étudie, la méthode, et puis les résultats avant de conclure. Donc, bien sûr, toute politique climatique comme toute politique sectorielle, va créer des emplois dans certains secteurs. Par exemple, vous allez isoler des bâtiments, donc vous allez créer des emplois dans l'isolation, et que vous avez une première série d'études qui visent à quantifier ces créations d'emplois. Donc vous en avez toute une série. Par exemple, l'ADEME quantifie les emplois dans les renouvelables et l'efficacité énergétique en France tous les 2-3 ans. Mais en même temps, ces politiques climatiques vont réduire d'autres activités, par exemple dans la filière charbon. Et je pense que ma voisine a dû avoir l'occasion de discuter avec des syndicats polonais et des mines de charbon. Bon, forcément, ça détruit des emplois. Donc vous avez une deuxième série d'études qui visent à calculer un effet net en faisant la différence entre les emplois créés et les emplois détruits par unité d'énergie produite ou économisée. Et donc, du coup, vous avez par exemple un article de Wei et co-auteurs qui fait une synthèse des études sur les États-Unis et qui montre que par mégawattheure produit ou économisé dans l'électricité, on crée généralement plus d'emplois dans les renouvelables et l'efficacité énergétique que dans les filières traditionnelles, fossiles ou nucléaires. La limite de cette approche, c'est que vous comparez des options ou des scénarios qui présentent un coût différent. Or, en tout cas jusqu'à une période récente, il était par exemple beaucoup plus coûteux de produire un mégawattheure avec du solaire photovoltaïque qu'avec une centrale à charbon. La différence est plus faible aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est pas étonnant que vous créiez plus d'emplois par mégawattheure photovoltaïque que par mégawattheure à partir de charbon lorsque le coût du photovoltaïque est 10 fois plus élevé. Simplement, la plus grande partie de la valeur ajoutée étant du coût salarial, c'est assez mécanique. Donc, vous avez une troisième série d'études, dont celle que je vais vous présenter ici, qui vise à corriger ce biais en prenant en compte la différence de coût entre les différentes techniques ou les différents scénarios, et qui donc vont faire des hypothèses sur quel agent va payer le surcoût de la technique la plus coûteuse, par exemple les ménages. Comment vont réagir les ménages ? Typiquement, ils vont réduire leur consommation dans d'autres biens pour payer ce surcoût, et là, ça va détruire des emplois dans les biens consommés en moins. C'est ce qu'on appelle l'effet induit. Alors après, vous avez encore des études plus complexes qui visent à prendre en compte différentes rétroactions macroéconomiques. Par exemple, si vous créez davantage d'emplois, ça peut pousser à la hausse les salaires dans certains secteurs. Alors, et là, ça va avoir un effet en retour, soit négatif parce que cette hausse du coût salarial va détruire les emplois dans d'autres secteurs, soit positif par un effet de relance keynésienne. Donc là, vous avez tout un tas d'études comme ça que je ne vous présenterai pas ici. Donc vous avez ces études macroéconomiques sont plus riches en termes de mécanismes représentés, mais la contrepartie, c'est qu'elles sont moins fines en termes de représentation des techniques à cause de la complexité de ces modèles. Alors ce que je vais vous présenter, c'est un scénario énergétique parmi d'autres, le scénario Negawatt, qui se base sur 3 principes. Sobriété énergétique, c'est-à-dire essayer de diminuer la quantité de services énergétiques consommés, par exemple moins de déplacements en voiture. L'efficacité énergétique, consommer moins d'énergie pour un même niveau de service énergétique, par exemple des voitures qui consomment moins, et puis les énergies renouvelables. Donc c'est un scénario très ambitieux qui, à l'horizon 2050, pour la France, aboutit à un facteur 15 sur le CO2.
une division par 2 de l'énergie finale, celle au niveau du compteur consommé, et par 3 de l'énergie primaire, avec une sortie du nucléaire dans les années 2030. Je ne vais pas vous présenter ce scénario, bien sûr, j'ai pas le temps, je vais passer. Dans les 2 livres dont j'ai reproduit la couverture ici et qui sont en vente juste sur place, vous avez une présentation de la démarche de l'association et un peu du scénario, et vous avez aussi un rapport de 200 pages disponible en ligne qui indique toutes les hypothèses et méthodes, enfin quand même un niveau très détaillé, les hypothèses et les méthodes du scénario. Alors, j'en viens à ma méthode. Ma méthode, elle vise, c'est ce que j'appelle une étude de contenu en emploi. Elle se focalise sur un indicateur qui est non pas le nombre d'emplois par mégawattheure à cause du biais de cet indicateur que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire si on compare juste le nombre d'emplois par mégawattheure, on favorise les méthodes les plus coûteuses, mais le nombre d'emplois par million d'euros. Alors, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que quand on dépense 1 million d'euros dans un secteur plutôt qu'un autre, on ne crée pas le même nombre d'emplois? Pour tout un tas de raisons, parce que dans certains secteurs, on va avoir davantage d'importations, qu'une partie de la dépense va servir à rémunérer le capital, à rémunérer des rentes, qui explique qu'on ait un contenu en emploi qui puisse être très différent d'un secteur à l'autre. Alors, comment on le calcule? La méthode la plus simple, c'est juste de calculer le rapport entre le nombre d'emplois et le chiffre d'affaires dans chaque branche. La limite d'une méthode aussi simple, c'est qu'elle oublie tout ce qu'on appelle les emplois indirects, c'est-à-dire ceux qui servent à fabriquer les consommations intermédiaires qui vont être achetées par les branches. Un exemple pour être concret, si vous dépensez 1 million d'euros en voiture, vous allez bien sûr créer des emplois dans le secteur automobile, mais le secteur automobile, il va acheter de l'acier, donc ça va créer des emplois dans le secteur de la sidérurgie, il va acheter des plastiques, il va acheter à des équipementiers automobiles, comme Valeo, qui vont eux-mêmes acheter aux branches plastiques, électroniques, etc. Heureusement, on a un outil qui nous permet de calculer tous ces emplois indirects à l'infini, qui s'appelle le tableau entrée-sortie, qui est juste une grande matrice qui existe dans tous les pays développés, et qui indique pour une année donnée combien chaque branche a acheté à chaque branche. Donc c'est cet outil-là qui est produit par l'INSEE en France, la principale base de données que j'utilise. Donc pour poursuivre sur la méthode, ce que je fais, c'est que je calcule les emplois créés et détruits, donc en France uniquement, je ne m'intéresse pas aux emplois à l'étranger, par le scénario négawatt, non pas par rapport à une année passée, mais par rapport à un scénario tendanciel qui grosso modo prolonge les tendances existantes, comme son nom l'indique, les deux jusqu'en 2050. Et je calcule un effet net, qui est donc la somme de 3 éléments, des emplois créés. Par exemple, vous avez davantage d'emplois dans le fret ferroviaire, dans le scénario négawatt par rapport au tendanciel, des emplois détruits. C'est l'inverse pour le fret routier, il y en a davantage dans le scénario tendanciel que dans le scénario négawatt. Et puis, ce que j'appelle l'effet induit. Alors, il faut que je m'arrête un peu sur cet effet induit. Ça vise à prendre en compte le biais dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez forcément entre ces deux scénarios, le tendanciel et le négawatt, l'un qui est plus coûteux que l'autre. Je ne sais pas a priori lequel ça va être. Si le scénario négawatt est plus coûteux que l'autre, ça veut dire que certains agents économiques vont devoir payer ce surcoût. Et ils vont réagir. Donc, si ce sont les ménages qui payent ce surcoût, ils vont moins consommer dans d'autres secteurs et ça va détruire les emplois ailleurs. Il y aura donc un effet induit sur l'emploi négatif à cause de ce surcoût. Et c'est l'inverse s'il s'avère que le scénario négawatt est moins coûteux. Donc je procède en simplifiant en 4 étapes. D'abord, pour chacune des branches de l'économie française, et j'en distingue 118, donc ce qui est bien plus que le niveau de détail qu'on a dans les modèles macroéconomiques, je calcule le contenu en emploi, donc le nombre d'emplois directs et indirects pour 1 million d'euros de dépenses finales. Ensuite, je découpe le scénario négawatt et le scénario tendanciel en une série d'activités. Une activité, ça va être par exemple l'installation d'éoliennes. Je chiffre le coût de cette activité dans chacun des deux scénarios, à partir de toute une série de sources, généralement publiques, et je répartis ce coût entre les différentes branches de l'économie française. Alors, il n'y a pas dans la comptabilité nationale une branche énergie éolienne, mais vous avez des branches qui se rapprochent de chacun des éléments de coût d'une éolienne. Et donc, je fais cette répartition du coût de chaque activité entre les différentes branches. Donc, au final, je vais comparer deux scénarios qui présentent la même dépense agrégée, mais avec une répartition différente de cette dépense entre les branches.
Et j'en déduis donc un effet net sur l'emploi, qui sera positif si le contenu en emploi des branches en développement, dans le scénario négawatt par rapport au tendanciel, est plus élevé que le contenu en emploi des branches qui régressent, et vice-versa. Parce que, encore une fois, je ne sais pas a priori. Donc je prends en compte toute une série d'activités, une centaine, différentes énergies renouvelables, dans le bâtiment à la fois de la rénovation et la différence dans le niveau de construction en neuf, les énergies fossiles et fissiles plus traditionnelles, les investissements dans les réseaux d'énergie, et puis dans les transports, aussi bien des infrastructures que de l'exploitation ou de la construction de matériel. J'en viens aux résultats. Rapidement, donc j'ai présenté les résultats pour 3 années, je présenterai simplement pour 2020. Alors vous avez des branches en progression, sans surprise, les énergies renouvelables, environ 200 000, plus de 200 000 en 2020, emplois, équivalent temps plein. Dans la rénovation des bâtiments, un peu plus. En fait, c'est la branche où on a le plus de création d'emplois nets dans le négawatt par rapport au tendanciel. Et puis également, même si on y pense moins, dans les transports en commun et le fret ferroviaire et fluvial. Vous avez des branches, des activités en régression, donc avec des destructions d'emplois. Dans les énergies non renouvelables, même si c'est en partie seulement compensé par un surcroît d'activité dans les réseaux. Une perte d'activité dans le bâtiment neuf également, et puis une perte d'activité dans le transport routier et aérien. Ensuite, j'ai un effet induit qui s'avère être positif, ce qui, si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, si je me suis exprimé pas trop rapidement, signifie qu'en fait, en termes de dépenses, le scénario négawatt est moins coûteux que le scénario tendanciel. Alors, attention, il y a moins de dépenses. Comment ça se fait? On pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, il faut quand même payer pour davantage d'isolation de bâtiments, davantage d'énergie renouvelable. Ça vient largement de la sobriété énergétique qui, elle, n'a pas ou très peu de coûts. Un exemple, si, comme dans le scénario négawatt, vous diminuez la vitesse sur autoroute et que vous appliquez cette mesure, instantanément, les gens dépensent moins en carburant. Alors après, ils perdent du temps et peut-être que si on calcule un coût généralisé, il y a un surcoût. N'empêche qu'en dépense, ça fait de la dépense en moins et que, avec les hypothèses que j'ai prises, les ménages, ils utilisent ce pouvoir d'achat en plus ailleurs dans l'économie, ce qui crée des emplois. C'est un impact sur la facture énergétique en fait du pays global. Hein, ouais. Donc au total, j'ai un effet net sur l'emploi positif qui s'avère être positif d'environ 200 000 à l'horizon 2020. Alors pourquoi est-ce qu'on a un effet net positif? Comme je le disais tout à l'heure, c'est dû au fait que la plupart des branches en progression présentent un contenu en emploi supérieur à la moyenne de la consommation des ménages, alors que la plupart, mais pas toutes, la plupart des branches en régression présentent un contenu en emploi inférieur. En particulier, quand les ménages dépensent 1 million d'euros, ça crée environ 12 emplois équivalents temps plein en France. S'ils dépensent ce même million d'euros à acheter des produits pétroliers raffinés, ça ne crée qu'environ 2 emplois au lieu de 12. Et donc c'est ça qui fait l'essentiel de ce résultat. Le fait que les branches énergie, principalement, soient moins intensives en emploi que la moyenne. Donc pour résumer, cette étude, qui reste purement quantitative, arrive à un effet net positif d'environ 200 000 emplois. Après, j'ai fait des variantes, ça tourne autour de ce chiffre, en 2020, de l'ordre de 600 000 en 2030. Les principales activités créatrices d'emplois sont dans l'ordre le bâtiment, les renouvelables et les transports. Je n'ai pas eu le temps de le présenter ici, mais j'ai fait une série d'études de sensibilité qui montrent que ces résultats sont robustes aux hypothèses, toute une série d'hypothèses qu'on peut faire, en particulier sur le prix des énergies importées ou l'évolution de la productivité du travail. Bien sûr, il y a tout un tas d'éléments qui ne sont pas pris en compte. Les rétroactions macroéconomiques dont j'ai parlé, mais ce même scénario a été évalué avec des modèles macroéconomiques et les résultats sont très convergents. Toutes les questions de formation, qui sont évidemment essentielles, même si et il y a des difficultés de formation, effectivement, en particulier dans le bâtiment. Ceci dit, il y en a même dans le scénario tendanciel, il ne faut pas le perdre de vue, même si on ne fait pas cette transition énergétique. Et puis, tout l'aspect qualitatif des emplois qui est multidimensionnel et qui mérite, bien sûr, beaucoup plus d'attention. Désolé d'avoir un peu dépassé.
Merci, c'est très intéressant d'avoir ces données chiffrées, oui, on peut applaudir. On va en débattre avec mes invités tout à l'heure, si vous voulez bien. Je passe la parole, sans plus de transition, à Christophe Rinjewicz. Je vais mettre votre présentation.